Bonjour, je suis Jean-Baptiste Renaud, je suis journaliste d'investigation, réalisateur de documentaires et j'ai réalisé en 2014 un film qui s'appelle Nucléaire, la politique du mensonge, qui était diffusé à l'époque sur Canal+. Tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses aux organisateurs du forum. Euh, je les remercie pour leur invitation, mais je suis en déplacement ce week-end dans le cadre d'un autre projet documentaire, donc je ne peux pas être parmi vous, malheureusement. Mais merci encore pour l'invitation. Euh, j'ai donc proposé de faire cette petite vidéo dans laquelle je raconterai quelles ont été un peu les coulisses de ce film. Je ne sais pas si tous les participants l'ont vu. Euh, Voici donc quelques souvenirs que je voulais partager avec vous à propos de ce film. Euh, En 2014, quand il s'agit de faire ce film, je suis parti d'un questionnement assez simple. Mon intention a été simple, voire simpliste, mais à mes yeux assez essentielle. C'était comprendre quelles étaient les grandes promesses du nucléaire et tenter de voir si elles étaient respectées. Euh, les promesses, je les ai résumées comme ça. Un, pas d'accident en France. Deux, très peu de déchets. Et 3, une énergie pas chère. C'est donc pour la promesse numéro 1 que je me suis intéressé à Saint-Laurent-des-Eaux. Il n'y aurait pas eu d'accident en France, ça a été répété plusieurs fois pendant près de 30 ans. Euh, et, et donc cette enquête, elle a commencé le plus bêtement du monde à partir de cette affirmation-là. Elle a commencé en regardant la liste de tous les accidents dans le monde. Alors évidemment, il y avait les connus, les Tchernobyl, les Three Mile Island, euh, etc. Et puis j'ai fini par trouver Saint-Laurent, euh, les deux accidents. Et depuis ce moment et jusqu'à aujourd'hui, j'ai voulu me concentrer sur le fait que ce sont des incidents classés niveau 4, donc des accidents. Et point final. J'ai essayé de traiter ça le plus factuellement possible, sans dramatiser, sans dire n'importe quoi, mais un incident qui est classé à ce niveau sur l'échelle INES, un niveau 4, c'est un accident nucléaire. Donc cette contradiction m'a interrogé et j'y reviendrai, je crois. On a souvent tenté de caricaturer ma démarche en disant ou en sous-entendant attendez, ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec Tchernobyl, Saint-Laurent et Tchernobyl, ce n'est pas du tout la même chose. Mais moi, je n'avais jamais fait cette comparaison-là, donc c'est mettre le débat sur un niveau que moi je n'ai même pas esquissé. Euh, Moi, j'estimais juste légitime en tant que journaliste et journaliste d'enquête de pouvoir dire simplement qu'un incident de niveau 4, bah, c'est bien un accident et que rien que le fait qu'on ait du mal en France à énoncer ce qui est un fait, bah, ça m'a intrigué. Donc j'ai passé des coups de fil, je me suis rendu sur place à Saint-Laurent, tout ça est dans le documentaire. Et, euh, et d'emblée, ce qui m'a frappé, ce qui était très étonnant, c'était la faible connaissance de ces accidents. Euh, Même les riverains les plus proches, je me souviens d'une maison qui avait son jardin juste au bord du site nucléaire, les habitants ne le savaient pas. Euh, et d'ailleurs, ils ne voulaient pas en parler devant une caméra, c'est pour ça que ce n'est pas dans le film. Mais j'ai pu discuter avec eux et ces gens-là, ces riverains, les riverains les plus proches, ne le savaient pas. Et puis même les salariés de la centrale, quand vous interrogez les salariés de la centrale, il y a ceux qui s'en souviennent pas, ceux qui s'en souviennent peu, et puis ceux qui se sont conformés, et après tout, comment les blâmer, qui se sont conformés à la version qu'on leur a servie, la version officielle. C'était un simple incident et il n'y a eu aucun rejet radioactif en dehors des normes. Et puis, donc déjà, ça m'a étonné. Je pensais en arrivant que ces deux incidents auraient fait, au moins dans la mémoire collective, date. Donc ça voulait dire que quelque chose n'allait pas. Comment est-ce qu'un incident qui est aussi grave pour être classé niveau 4 sur l'échelle INES pouvait avoir provoqué aussi peu de réactions, y compris au niveau local? Il y avait un truc qui collait pas. Euh, c'est soit cet incident-là était sous-estimé, était surestimé, pardon, et du coup les gens ne s'en souvenaient pas et il était passé inaperçu. Bon, voilà, soit c'était l'inverse, soit il avait été sous-estimé et surtout
assez bien dissimulé du grand public. C'est ce que j'ai fini par comprendre en trouvant une source qui m'a été très précieuse. C'est un ancien de la centrale qui avait réussi à mettre la main sur des centaines de documents internes. Alors évidemment, quand on fait du journalisme d'enquête, c'est le genre de source un peu rêvée, c'est un peu la caricature du film sur les journalistes avec des sources qui leur donnent des dizaines, des centaines de documents très précieux pour leur enquête. À vrai dire, dans toute ma carrière, c'est la première fois que ça m'arrivait, et ça ne m'est pas arrivé depuis, donc c'est très rare, mais quand ça arrive, on est évidemment très content de trouver ça. C'est une source qui tombe pas du ciel, évidemment. Il a fallu des heures d'enquête, des vérifications, des heures aussi pour convaincre cette source de parler, de voir avec elle dans quelles conditions on pouvait préserver son anonymat, etc. etc. Et donc c'est dans ces documents que j'ai trouvé la confirmation de ce qui se disait déjà, qu'en 1981, des éléments alpha, par exemple du plutonium, avaient été rejetés dans la Loire en toute illégalité et sans que le grand public ne soit évidemment mis au courant. Alors des chercheurs l'avaient déjà écrit peu après l'accident de 80, je crois que c'est dans le courant des années 90, j'ai plus la référence, dans un forum Montauban, je crois. Et donc ces deux chercheurs avaient publié une étude qui est aujourd'hui introuvable. Si quelqu'un du réseau là, je serais ravi de la lire. Mais cette étude qui disait peu ou prou la même chose, que des éléments alpha avaient été rejetés dans la Loire, et ben aujourd'hui elle n'existe pas pour moi. Les deux auteurs de l'étude sont décédés, je crois, donc voilà, des chercheurs avaient déjà dit ça. Mais là, ce que j'ai trouvé dans ce document, c'est que EDF lui-même le disait, puisque EDF communiquait avec le régulateur du nucléaire de l'époque, et donc dans un document interne qui n'est pas destiné au grand public, on peut dire à peu près, ou du moins on peut le supposer, on peut dire la vérité, ou du moins ce qui nous concerne, ce qui concerne la centrale et le régulateur. Et donc là, en toutes lettres, évidemment, il était marqué que oui, l'accident avait provoqué la création d'éléments alpha, qu'il avait fallu nettoyer les circuits, qu'il avait fallu d'une certaine manière les évacuer, puisque de toute façon on n'avait pas le choix, et que l'évacuation avait été faite volontairement, puisqu'elle avait été contrôlée et, entre guillemets, distillée avec le temps. Et que ça, le régulateur du nucléaire, le gendarme du nucléaire étant au courant à l'époque, mis au courant par EDF, l'a validé, puisque EDF, dans ses documents, ne fait que tenir au courant le régulateur de ce qu'il fait. Donc par extension, on peut imaginer que le régulateur était tout à fait au courant et a donné son aval à ces rejets d'alpha dans la Loire. Encore une fois, moi j'ai jamais essayé de faire dire à ces documents ce qu'ils ne disaient pas, ça m'a été parfois reproché. J'ai jamais extrapolé sur ce qu'auraient pu faire ces rejets, sur la santé humaine par exemple, ou la santé du bétail qui vit en aval, ou parce que j'ai aucun élément qui permette de dire quoi que ce soit sur ce que ces rejets de plutonium auraient pu avoir comme conséquence sur la santé des populations. Donc je ne l'ai pas dit, mais ça a souvent été caricaturé, y compris par le patron d'EDF, Marcel Boiteux, dont je parlerai juste après, en me disant mais il faut pas alerter les gens, il faut pas les alarmer sur ce qui s'est passé. Ok, c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis borné à raconter les faits, à raconter ce qui avait été fait, ce qui avait été dit et pas dit, et là où il y avait un problème, de mon point de vue, en termes d'information du public. Le fait est, et c'est là-dessus que je me suis contenté d'interroger EDF, c'est que ces rejets, ils étaient illégaux à l'époque. Alors,
Ensuite, quand le ministère, après le documentaire, quand le ministère de l'écologie a fait un rapport, ils ont dit que non, c'était pas illégal puisqu'il n'y avait pas de loi à l'époque. C'était plus un vide juridique, mais qu'effectivement, à un moment, c'est devenu illégal. Enfin, si quelqu'un a lu le rapport des services de Madame Royal à l'époque et y a compris quelque chose, du moins dans ce qu'il considère comme légal ou illégal, eh bien bravo, parce que en gros il raconte que c'était illégal mais pas codifié, donc c'est devenu illégal qu'à partir d'une certaine période, donc il a fallu arrêter. Enfin bref, c'est une transparence assez douteuse, et ça en tout cas, ces faits-là qui ont pollué le débat. Un mot, donc, comme je disais, sur Marcel Boiteux, qui était le patron d'EDF à l'époque, le grand patron. Pour ceux qui ont vu l'interview, elle est assez lunaire. À un moment, je me suis demandé si ce monsieur avait vraiment toutes ses facultés, parce que ce qu'il disait était tellement déconnecté de la réalité, tellement méprisant pour le grand public et ses questionnements, que je me suis dit c'est pas possible. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'interview, et dans l'avant et dans l'après l'interview, ce monsieur a parfaitement toutes ses facultés, et quand ce monsieur vous dit que vous fait comprendre que vous, le grand public, et encore plus vous les journalistes, vous ne comprenez rien à ce que vous racontez sur le nucléaire, et que eux, les ingénieurs, les techniciens, EDF, leur parole est d'or. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, ouais, c'est dans ce genre d'interview que moi j'ai pu mesurer ce qui est commun à tous les responsables du nucléaire, c'est-à-dire un mépris assez total pour les journalistes et globalement tous les non-spécialistes. Et que même si vous êtes documenté pendant des mois, des années, ce qui est mon cas, de la plupart des gens dans les ONG, votre parole ne vaut pas grand-chose à leurs yeux. Et ça, c'est le cœur du problème, et c'est le cœur de ce que je voulais dénoncer. C'est que si ces rejets, par exemple, en 1980, ont pu être faits en toute illégalité, au vu et au su du régulateur, c'est qu'on a considéré que le public, la presse, la société civile ne devait pas être consultée. Parce que c'était pas son problème, parce qu'elle n'était pas capable de comprendre. Et c'est tout à fait ce qui transparaît dans l'interview de Marcel Boiteux. Et voilà, tout ça pour vous, tout ça pour si on veut résumer, pour dire que ce que je dénonçais à l'époque, et ce que je dénonce toujours aujourd'hui, c'est la façon dont l'accident a été tué à l'époque. La façon dont ces rejets illégaux d'éléments alpha ont été tués. Mais surtout, l'impunité avec laquelle ça a été fait. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a tiré des leçons de cet accident de manière technique? Certainement, parce que la technologie des réacteurs concernés à Saint-Laurent a été abandonnée. Est-ce que c'est pour des raisons de sûreté ou autre chose? Je n'en sais rien, mais en tout cas, le fait est que la version officielle, c'est que cette technologie de réacteur a été abandonnée après ces accidents. Donc, est-ce qu'on a tiré les leçons de ces accidents d'un point de vue sûreté? Certainement. Les nouveaux réacteurs posent d'autres problèmes de sûreté, mais ça c'est tout à fait différent. En tout cas, il est vrai de dire qu'un tel accident ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui, puisque de toute façon, ces réacteurs-là ne sont plus en service. Par contre, ce que je racontais moi, et qui est toujours valable, c'est que si un accident comparable ou plus important devait se produire en France, on aurait, je pense, les mêmes schémas de communication, les mêmes schémas de pensée, le même réflexe de l'omerta, le même réflexe de la dissimulation, du vase clos entre EDF et son régulateur. Je pense que ces leçons-là n'ont pas été du tout tirées, que l'industrie du nucléaire n'a pas l'habitude de rendre des comptes, et que si malheureusement un accident sur un autre type de réacteur devait arriver, je suis pas sûr que ces leçons aient été tirées, et quand en 2015, ce qui est quand même
un bon moment après l'accident, alors que le monde a changé, le patron d'EDF à l'époque, Marcel Boiteux, vous dit ce qu'il me dit, vous réalisez que le chemin est très long et que je ne sais même pas si un jour cette industrie pourra se remettre en cause. Donc, euh, donc voilà. Puis un dernier mot sur les conséquences politiques de ce que ce documentaire a fait. Euh, Moi, je suis très heureux quand ça a des conséquences politiques. La ministre a mandaté, de l'époque, Ségolène Royal a mandaté, a commandé un rapport pour savoir ce qui avait été fait. On a un peu plus de transparence sur ce qui a été fait. On sait que, bon, de toute façon, c'est trop tard, mais qu'effectivement, on a fait les choses pas tout à fait dans les règles, ou alors d'une façon tellement cavalière que c'est quand même questionnable. Voilà, ça a un peu avancé. Mais d'une manière générale, quand Ségolène Royal a été personnellement interrogée sur la question à l'époque, elle a eu le même réflexe que les responsables du nucléaire, c'est-à-dire qu'elle a dit mais attendez, qu'est-ce qu'on nous dit, c'est quand même pas Tchernobyl, c'est quand même pas... Et non, bien sûr que non, c'est pas Tchernobyl, bien sûr que non. Euh, D'une, il aurait fallu voir si ça n'aurait pas pu devenir Tchernobyl, ça c'est une autre question. Mais de fait est, je n'ai jamais dit que c'était Tchernobyl ou que ça risquait de l'être. J'ai juste dit, voilà comment on a géré en France un accident en 1980, et avec en creux la question de se dire, est-ce que si on gérait un accident en France en 2019, on se comporterait différemment? Vous l'avez compris, ma réponse est plutôt négative, dans le sens où je pense qu'on n'a pas tiré ces leçons-là. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long. Je remercie encore les organisateurs pour leur invitation. Je vous souhaite une très bonne fin de forum. Et voilà, je suis très content. Je pense que c'est important que la région puisse avoir ce genre d'événement où on fait un peu de transparence sur un monde qui est décidément opaque et fermé par nature. Merci à tous.